Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour OrdiRépar et aujourd'hui on va continuer sur notre ligne de commande Linux et particulièrement sur Ubuntu avec la gestion des processus. On va juste faire un petit rappel sur ce que sont les processus et on va ensuite passer devant l'écran pour voir comment ça fonctionne. Pour pouvoir expliquer ce que c'est qu'un processus, il faut d'abord redéfinir quelques règles de vocabulaire. D'abord on va commencer par parler de logiciel. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? En fait, un logiciel, c'est un ensemble de programmes qui va réaliser une tâche. Alors, un ensemble de programmes, donc plusieurs programmes. Effectivement, votre système d'exploitation, par exemple, est un logiciel. Il est composé d'une multitude de programmes qui, chacun fait une chose bien précise, et que ces programmes puissent également communiquer entre eux, ça fait partie du fonctionnement d'un logiciel. Donc, votre système d'exploitation fonctionne exactement comme ça. Mais un traitement de texte, ça fonctionne également comme ça. Le traitement de texte, vous voyez, vous, une application à l'écran, une fenêtre avec des choses que vous pouvez faire, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'il y a un seul programme qui fait tout. Il y a peut-être plusieurs programmes qui travaillent pour que vous puissiez faire l'usage de ce logiciel qui est le traitement de texte de façon transparente. Et en réalité, ces programmes-là, on va définir ce que c'est qu'un programme. Finalement, un programme, c'est une suite d'instructions qu'on donne au microprocesseur pour qu'il les exécute. Très bien. Mais cette suite d'instructions, elle a deux états possibles. Le premier état, c'est celui qu'on appelle un programme, donc c'est le listing, c'est le fichier qui correspond à votre programme, et ce fichier, il est stocké sur le disque dur. Seulement, on n'exécute pas un programme depuis le disque dur en général. Donc ce qui va se passer, en règle générale, c'est qu'on va avoir un logiciel qui va être composé éventuellement d'un ou plusieurs programmes, et pour que ces programmes puissent s'exécuter, il va absolument falloir les transférer dans la mémoire de l'ordinateur, dans la RAM de l'ordinateur. Donc un programme, par exemple, va s'exécuter ici, donc il va se transférer d'abord dans la mémoire, et il va commencer à s'exécuter. Et c'est à ce moment-là qu'il devient un processus. Il devient un processus. Et le même programme peut être lancé plusieurs fois. On aura à chaque fois des processus différents pour chacune de ces instances de programme. Donc, on aura plusieurs instances d'un même processus. Et les processus peuvent s'appeler entre eux. C'est-à-dire que ce processus aura peut-être besoin de ce programme fonctionner, donc il va appeler ce programme, le charger en mémoire, et ce programme deviendra également, à son tour, un processus. Donc, on voit bien qu'effectivement, il va y avoir à un moment donné plusieurs processus dans la mémoire. Très bien. Et en fait, ces processus seront exécutés par le noyau du système. Et c'est le noyau du système qui va décider de la façon dont il va les exécuter. Rappelez-vous, Linux, c'est un système multitâche. Ça veut dire que, en principe, si vous voulez, il est capable de faire plusieurs choses à la fois. En réalité, c'est pas vraiment ça. Il n'est pas vraiment capable de faire plusieurs choses à la fois. En réalité, votre processeur, votre microprocesseur, il est tout seul. Alors, même s'il y a plusieurs cœurs, même si vous avez deux microprocesseurs, ça n'empêche pas. Si vous êtes sur un serveur, effectivement, une machine très puissante avec deux microprocesseurs, ok. Mais en réalité, vous n'avez pas autant de processeurs que de processus. Donc il va bien falloir trouver un moyen de ruser pour que tout ça s'exécute en même temps. Mais en fait, on ne peut pas faire exécuter réellement tout ça en même temps, on ne peut que donner l'illusion que ça s'exécute en même temps. Et en fait, ce que va faire le noyau, il va tricher. Il va exécuter les processus, les uns à la suite des autres, mais en leur attribuant un temps à chacun pour s'exécuter. Par exemple, 20 millisecondes pour lui, 20 millisecondes pour lui, 20 millisecondes pour lui, 20 millisecondes pour lui. Et une fois le temps écoulé, hop, il arrête, il met en pause le processus, il va sur un autre processus et il fait exactement la même chose. Il laisse le temps s'écouler, il le met en pause, il passe au suivant. Il laisse le temps s'écouler, il met en pause et il passe au suivant. Et quand il a fait le tour, il revient au premier. Donc en fait, il va boucler comme ça, dans l'exécution des processus, en leur attribuant à chacun un certain temps. Alors j'ai dit 20 millisecondes pour l'exemple, mais c'est peut-être pas exactement 20 millisecondes. Ça peut être moins que ça. Et il va attribuer un temps vraiment à chacun de ces processus. Et en fait, ça va tellement vite que pour nous, on a l'illusion en fait que ces programmes fonctionnent vraiment tous en même temps. Donc voilà ce qui va se passer. Et pour pouvoir enchaîner les processus, il faut à un moment donné les identifier. Et pour les identifier, le meilleur moyen pour un ordinateur, c'est d'attribuer des numéros. Un numéro, c'est quelque chose de très facile à manipuler pour un ordinateur. Donc on va attribuer des numéros. Le 1, le 2, peut-être le 3, le 4, le 5, etc. etc., etc. Et ça peut aller jusqu'à, de mémoire, 32 768, quelque chose comme ça. Donc ça peut aller plus loin en faisant des configurations particulières, mais en moyenne, en règle générale, c'est la valeur maximum qu'on a pour les numéros de processus. Et ces numéros de processus, on les appelle des PID, des Process ID. PID, Process ID. Donc numéro de processus, identifiant de processus. Donc voilà globalement ce qui va se passer.
le noyau va faire comme ça, exécuter chacun de ces processus en se servant de leur PID. Et en fait, c'est comme ça qu'on fera référence à chacun de ces processus. Très bien. Seulement, tous les processus n'ont pas forcément besoin des mêmes ressources au même moment. C'est-à-dire, par exemple, qu'un traitement de texte ne sera pas forcément obligé d'être exécuté aussi souvent qu'un logiciel qui serait capable de faire de l'acquisition vidéo. Un processus qui ferait de l'acquisition vidéo a besoin de s'exécuter très souvent parce que la vidéo, ça va très vite. Il faut capturer 30 images par seconde, plus, donc 30 images complètes par seconde, plus effectivement du son. Ça demande à être quand même exécuté très souvent. Il ne faut pas qu'on attende trop longtemps. Alors que finalement, un traitement de texte, si entre deux lettres, on attend quelques millisecondes de plus, c'est pas dramatique. On peut lui donner une priorité qui est moindre. Et en fait, cette priorisation des tâches, le noyau va s'en occuper également, de façon plus ou moins automatique. On aura un moyen, effectivement, d'influencer sa façon de voir les choses. On verra avec, on a 2 commandes pour ça. On verra comment on peut influencer effectivement la priorité des tâches. Mais globalement, la plupart du temps, on ne touche pas vraiment à ça, on ne s'en occupe pas, à moins d'en avoir vraiment besoin, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. On le verra dans un instant quand on va passer devant l'écran. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez que effectivement tous les processus n'ont pas la même priorité. Et ils vont s'exécuter comme ça, en fonction de leur priorité. Très bien. Donc maintenant qu'on a compris globalement que tous ces processus allaient s'exécuter chacun à son tour, selon un ordre de priorité, il faut aussi que je vous parle d'une autre catégorie finalement. Il y a 2 catégories de processus finalement. Il y a les processus d'avant-plan, c'est-à-dire ceux qui doivent interagir avec l'utilisateur, qui ont besoin de donner des messages, peut-être d'attendre des informations de l'utilisateur. Et finalement, il y a d'autres processus qui n'ont pas besoin de tout ça, qui peuvent fonctionner en arrière-plan. Donc on peut avoir soit de l'avant-plan, soit de l'arrière-plan. En règle générale, un processus ou une application comme un traitement de texte a besoin d'interagir avec l'utilisateur, et on ne s'amuse pas vraiment à le lancer en arrière-plan en règle générale, à moins d'en avoir une véritable utilité. Les processus qu'on va trouver en arrière-plan, ça va être plus souvent des processus pour des serveurs, par exemple un serveur web, ou un serveur de base de données, ou un serveur de transfert de fichiers par exemple. Ces processus-là, en général, ils sont capables de travailler sans avoir besoin de l'interaction de l'utilisateur, et ils n'ont pas besoin d'afficher des messages en permanence. Imaginez si tous les programmes que vous utilisez se mettaient à vous mettre des messages sur l'écran en permanence. Ça deviendrait vite la pagaille et on n'arriverait plus à s'en sortir dans ce fouillis. Donc effectivement, il y a certains processus qui sont faits de toute façon pour fonctionner en arrière-plan. Et ces processus-là, ils ont un nom dans le monde Linux, ils s'appellent des démons. Des démons. Et les démons, en fait, ce sont des processus tout simplement qui s'exécutent en arrière-plan. Donc on verra qu'on peut effectivement manipuler les processus et les passer en avant-plan ou en arrière-plan, selon ce qu'on veut faire. On peut le faire par la ligne de commande si on le souhaite. Très bien, on a vu qu'on avait ces processus-là, on avait des choses qui s'exécutaient, on a vu qu'on avait des processus d'avant-plan, d'arrière-plan. Et finalement, un processus, donc on vient de le voir, c'est un programme qui se charge en mémoire et qui s'exécute, qui peut créer d'autres processus éventuellement et faire des choses. Donc il a un cycle de vie. Il a bien quelque part une naissance, ici, quand il se charge en mémoire, donc quand le programme est chargé en mémoire, il naît d'une certaine manière, et en général, quand il a fini de s'exécuter, il meurt. Il libère la mémoire, il libère les ressources, il n'occupe plus de temps processeur, donc il est, en principe, libéré. Et entre les deux, il va se passer plusieurs choses. Il va être régulièrement mis en pause, repris, mis en pause, repris, mis en pause, repris, de façon transparente pour nous, mais on peut aussi interagir sur cette exécution. Il peut être, selon plusieurs états, il peut être dans l'état R pour run, c'est-à-dire qu'il est en cours de fonctionnement. Alors, les pauses, les différentes pauses qui vont se faire, c'est le noyau qui s'en occupe et on ne le verra pas. Mais le programme est en cours de fonctionnement en ce moment, il sera dans l'état R, run. Voilà. Ensuite, il peut être éventuellement simplement endormi, mis en pause. Dans ce cas-là, il est sleep, en mode sleep. Il peut être dans un autre mode, un peu particulier aussi, qui serait le disk sleep. Donc en fait, on va utiliser les lettres comme ça pour identifier ces choses. Et on le verra dans un instant grâce aux commandes qui nous permettent de voir l'état des processus. On va retrouver ces lettres-là. Donc le disk sleep, c'est également un mode où le processus est endormi, mais en général, il est endormi et il ne peut pas être arrêté à ce moment-là parce que tout simplement, il est en train d'attendre quelque chose, une ressource matérielle. Ça se passe en général comme ça. Un autre état qu'on peut trouver, c'est l'état stopped. Stop. C'est-à-dire que ça sera la lettre T qui va l'identifier. Et stop, ça veut dire simplement que le processus est arrêté. Il n'occupe plus
de temps processeur, mais il occupe encore un peu de mémoire, mais de toute façon, il est en train de s'arrêter. Et il y a un cas particulier, qui ne devrait pas arriver normalement, mais qu'on va certainement rencontrer parfois, pas tout le temps heureusement, c'est le zombie. Un processus zombie, c'est en fait un processus qui, en principe, est arrêté, mais qui continue d'utiliser du processeur et de la mémoire, alors que finalement, il n'y a plus de raison de le faire. Dans quel cas ça peut se produire? Si votre système est devenu instable pour une raison quelconque, trop de mémoire utilisée, trop de processus lancés, trop de choses comme ça, il se peut que certains processus qui doivent communiquer entre eux n'arrivent plus à communiquer correctement et, au bout d'un moment, s'arrêtent alors qu'ils n'étaient pas supposés s'arrêter. Ils rencontrent une erreur inconnue que le système n'a pas su gérer et le système ne sait pas s'il doit libérer ou non la mémoire. Le processus est arrêté, mais en fait, il n'est pas vraiment arrêté, il est dans un état instable, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et bien, dans ce cas-là, ça devient un zombie. Et donc, bien entendu, il faudrait pouvoir l'arrêter proprement. Et donc, on va pouvoir agir un petit peu sur ces différents états avec des commandes. On va pouvoir, par exemple, mettre en pause un processus, le reprendre. Donc, mettre en pause et reprendre un processus. Donc, ça va être parmi ces différents états. Et on va pouvoir lui demander de s'arrêter, donc de le terminer. Et si vraiment le programme refuse de se terminer proprement, il nous restera une possibilité de le tuer. De tuer carrément le processus. Alors, mettre en pause, reprendre, terminer et tuer, en fait, c'est tout simplement des commandes qui vont envoyer des signaux au programme et au processus en tout cas. Le processus va recevoir le signal et va réagir à ce signal. Un signal de pause, il va s'interrompre. Un signal de reprise, il va repartir. Un signal de fin, il va tenter de s'arrêter proprement. Donc il va passer par toutes les étapes d'arrêt du programme propre, libérer la mémoire correctement, faire les choses proprement. Mais si pour une raison quelconque, il refuse de s'arrêter parce qu'il est planté, parce que le programme peut se planter, effectivement, eh bien, la solution de le tuer, c'est radical. Ça le coupe définitivement de toute la branche des processus. Il n'existe plus. On s'en débarrasse. On libère la mémoire et on arrête de se soucier de ce processus-là. Il n'existe plus. Il est mort. Donc on envoie un signal particulier à ce processus pour le tuer réellement. Donc on va voir tout ça en pratique avec des commandes et j'espère que tout ça va devenir un petit peu plus clair pour vous parce que c'est vrai que pris comme ça peut être un petit peu abstrait. Donc on va passer devant l'écran et on va s'en occuper tout de suite. Donc nous voilà maintenant sur Ubuntu et c'est sur Ubuntu qu'on va pouvoir commencer à manipuler un petit peu pour voir nos processus. Donc pour ce faire, il y a deux façons, évidemment, là, il y a l'aspect graphique, hein, que vous voyez, c'est pas le but puisqu'on parle de la ligne de commande, mais si vous voulez le faire avec l'interface graphique, vous pouvez le faire bien entendu en allant dans le tableau de bord et en tapant moniteur. Et vous avez comme ça le moniteur système qui vous permet d'accéder finalement à ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais plutôt sur la ligne de commande. Donc la liste des processus, évidemment, vous avez tous les processus qui sont en cours de fonctionnement. En cliquant avec le bouton droit, on peut stopper un processus, le continuer, terminer le processus, le tuer, modifier sa priorité, avoir accès à des propriétés. Très bien. On a aussi accès aux ressources du système, donc l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, l'historique du trafic réseau, très bien, ça nous donne quelques informations. Et on a également des informations sur le système de fichiers. Donc tout ça, finalement, c'est grâce à l'interface graphique, mais on va le faire également sur la ligne de commande. Donc on va voir ça tout de suite en lançant le terminal. Alors pour lancer le terminal, plusieurs façons. Donc la première façon, c'est soit vous l'avez effectivement sur le lanceur, vous cliquez simplement sur l'icône. Si vous ne l'avez pas sur le lanceur, vous pouvez bien entendu aller le chercher dans le tableau de bord en tapant terminal. Voilà, et en cliquant sur terminal. Et je vais vous donner une troisième astuce pour le lancer. C'est tout simplement, en étant sur le bureau, vous faites le raccourci clavier CTRL-ALT-T. CTRL-ALT-T, ça nous ouvre effectivement un terminal. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lister les processus qui sont en mémoire. Pour lister les processus en mémoire, il y a plusieurs façons de faire. On va en voir une première, qui est très simple à utiliser, qui s'appelle top. Avec le programme top, finalement, on a la liste des processus en mémoire. Par défaut, cette liste est triée par pourcentage d'utilisation du CPU. Donc on voit effectivement, ça s'actualise, tous les processus et le pourcentage de CPU qu'ils utilisent, le pourcentage de mémoire qu'ils utilisent. Bien entendu, on voit le nom du processus. On a des informations sur le temps, effectivement, la quantité de mémoire qui est utilisée. Et on a également le statut du processus. Son statut, c'est est-ce qu'il est en train de dormir, avec le S, est-ce qu'il est en train de fonctionner, avec la lettre R,
On peut avoir deux autres états qui sont arrêtés, donc stoppés avec la lettre T, ou en mode zombie avec la lettre Z. D'ailleurs, on a même un petit récapitulatif en haut de la liste qui est assez pratique, qui nous dit finalement combien on a de processus au total. On en a 189. Actuellement, il y en a 2, voire 3 qui sont en train de fonctionner, bon 2 maintenant. Il y en a 187 qui dorment, aucun qui est stoppé, donc en pause, et aucun en mode zombie. On a également le taux d'occupation du processeur, on a le taux d'utilisation de la mémoire, donc la taille totale de la mémoire utilisée et la mémoire disponible, donc ce qui nous donne quand même de bonnes informations. Et donc pour revenir à la liste des processus, on a ces quelques informations-là, on a une information essentielle qui est le PID, le process ID, c'est le numéro de processus, et ce numéro-là va nous servir très souvent parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir identifier de façon unique un processus. On sait également quel est l'utilisateur qui a lancé le processus, et on a une autre indication, alors qui va nous servir, là dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais en règle générale, on se sert très peu de cette information-là, du moins dans un usage simple. On peut s'en servir effectivement quand on a des usages un peu avancés du système. Donc ces deux informations-là sont la priorité, donc qui est une valeur attribuée par le système, ok, on ne peut pas tellement l'influencer cette priorité, c'est le système qui l'attribue. En revanche, on a une autre valeur ici qui s'appelle le nice, c'est la gentillesse du processus. Alors c'est un peu étrange à dire, mais on peut définir la gentillesse du processus. Et c'est une valeur qui va aller de -20 jusqu'à 19. Et en fait, cette gentillesse du processus, ça va nous permettre de définir, d'influencer en fait la priorité d'une certaine manière de ce processus. Une gentillesse à -20, c'est donc que le processus n'est pas gentil, il n'est pas très gentil du tout, ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais du coup ça veut dire qu'il va très souvent solliciter le noyau, il va dire non, moi je suis urgent et j'ai besoin d'être sollicité souvent, et je ne peux pas me permettre d'attendre. Bon, très bien. En revanche, si le processus est gentil, c'est-à-dire qu'il a une valeur qui est plus proche de 19, ou jusqu'à 19, eh bien ça voudrait dire que, tout simplement, il peut se permettre d'attendre, il est moins pressé que les autres, il n'y a pas d'urgence. La valeur par défaut, c'est 0. 0, c'est une valeur standard, tout le monde a le même niveau, à peu de choses près. Et vous voyez que déjà, on a ici un processus qui est avec un niveau de gentillesse à -20. Donc celui-là, il a visiblement besoin d'être sollicité très souvent, il est très important, il a besoin d'être souvent actualisé. Donc cette liste, bien entendu, elle n'est pas complète là à l'écran, et on peut la faire défiler avec les flèches. Donc la flèche du bas, ça fait descendre la liste, ça fait défiler la liste vers le bas, et flèche du haut, ça fait remonter dans la liste, tout simplement. Donc il y a d'autres choses qu'on peut manipuler dans cet affichage, et on peut avoir accès à l'aide de top en appuyant sur la touche H. Alors c'est vrai que c'est écrit nulle part, c'est un petit peu dérangeant d'ailleurs. D'ailleurs par exemple, on ne sait pas comment l'arrêter à la base. En faisant H, on va avoir accès à l'aide. Donc j'appuie sur la touche H, et là effectivement on va me dire quelles sont les touches qui vont avoir des effets sur le programme top, et notamment pour quitter, ce sera la touche Q. Donc on peut par exemple changer aussi le type d'affichage, la façon dont les choses sont affichées. Avec la touche F, on peut ajouter ou supprimer des colonnes, on peut changer l'ordre d'affichage des colonnes, on préfère les voir d'une autre façon. On peut changer le tri sur la colonne principale, sur la colonne qu'on veut. En ce moment, c'est le pourcentage de CPU qui est trié. Donc on va utiliser la touche F pour faire ça. On va également avoir probablement besoin de la touche L qui va nous permettre de trouver quelque chose dans la liste. Quand on cherche effectivement un processus par son nom, c'est quand même plus facile de le chercher par son nom directement dans la liste plutôt que de balayer la liste intégralement, sachant qu'en plus ça bouge tout le temps, c'est pas forcément très commode. Avec la touche L majuscule, alors attention, c'est pas un L minuscule, le L minuscule veut dire complètement autre chose, mais le L majuscule va nous permettre de rechercher quelque chose dans la liste. Et si on regarde un petit peu plus bas, on voit qu'on a aussi la touche R minuscule qui nous permet d'avoir un renice. Donc rappelez-vous la valeur nice, hein, la gentillesse du processus. On peut changer sa valeur avec la touche R. Alors on ne peut pas le faire si on a lancé top en étant un simple utilisateur. En revanche, si on fait sudo top pour le lancer en tant que root, là on aura la possibilité effectivement de changer la gentillesse du processus. Donc on peut le faire avec top, mais on pourra le faire également avec des commandes directement tapées depuis le prompt, et on le verra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Très bien. On va ressortir avec la touche échappe de l'aide, et on va aller par exemple avec la touche F, changer l'ordre d'affichage et manipuler un petit peu la façon dont les choses sont affichées dans cette liste. Donc ça peut être pratique effectivement de changer un petit peu l'affichage. Par exemple, donc si, alors voilà, là j'ai un petit curseur effectivement qui est sur CPU, % CPU, et on nous dit ici que c'est le champ qui est trié en ce moment. On nous explique comment naviguer avec les flèches du haut, flèches du bas, la flèche droite pour sélectionner un élément, pour le déplacer, et la touche entrée pour valider, ou touche gauche pour simplement valider.
D ou espace pour valider, afficher ou non un champ, et S pour choisir ce champ comme étant le champ de tri, hein, ici. Alors on va résumer tout ça. Donc les flèches du haut et flèches du bas vont nous permettre de nous déplacer dans la liste. Je vais par exemple me déplacer jusqu'à user, j'appuie sur la touche espace, et j'enlève la petite étoile qui se trouve à côté. En enlevant la petite étoile, ça veut dire que ce champ-là ne sera pas affiché. Si je veux l'afficher à nouveau, j'appuie à nouveau sur étoile. Sur espace, pardon. En appuyant sur espace, ça remet la petite étoile. Très bien. Je vais maintenant décider de déplacer le nom de mon processus, parce que ça m'intéresse de l'avoir, et je préférerais l'avoir juste à côté de mon PID. Donc je me mets sur la ligne commande, qui est le nom du processus réellement. Je mets un coup de flèche vers la droite pour sélectionner la ligne, et maintenant avec les flèches du bas et les flèches du haut, je peux déplacer cette ligne-là. Je vais la déplacer jusqu'ici, et je mets un coup de flèche vers la gauche pour valider ma sélection. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est au lieu de trier par rapport au pourcentage de CPU utilisé, peut-être que je vais préférer le voir trier par pourcentage de mémoire utilisé. Alors, c'est à vous de voir évidemment ce qui vous intéresse le plus, hein, mais là pour l'exemple, on va se mettre sur pourcentage mémoire, et je vais appuyer sur la touche S, tel qu'on me le conseille ici, et en appuyant sur la touche S, effectivement ici on me dit que le champ de tri est maintenant pourcentage mémoire et non plus pourcentage CPU. Alors, appuyons sur échappe pour ressortir de là, et on voit qu'effectivement l'affichage a changé. Donc j'ai bien maintenant mon PID, mon nom de commande, mon nom de processus, les informations sur la priorité, sur le NICE, la mémoire, le statut, le pourcentage de CPU, donc plus le pourcentage de CPU est élevé, plus c'était en haut tout à l'heure, mais maintenant, comme j'ai défini le pourcentage de mémoire comme étant le champ de tri, eh bien, plus le processus utilise de mémoire, et plus c'est en haut dans la liste. Voilà, donc on a changé un petit peu l'affichage. Alors si je veux maintenant rechercher quelque chose, admettons que je cherche Python, voilà, il est ici, mais bon, admettons que je le cherche, je vais maintenant faire L majuscule, et je vais taper P-Y-T-H-O-N, Python, et je valide avec entrée. Et donc tout ce qui contiendra le mot Python sera mis en surbrillance. Donc là apparemment, j'en ai qu'un, donc si je regarde un peu plus bas, voilà, je n'ai pas l'impression d'en avoir d'autres. Mettons que je cherche indicator, voilà, tout ce qui contient le mot indicateur sera mis en surbrillance. Donc je peux descendre comme ça dans la liste et je trouve effectivement tous les indicateurs. Donc ça c'est déjà un moyen de voir les processus qui sont en cours de fonctionnement et de les trouver, de connaître comme ça leur PID. On peut trier et afficher la liste différemment, donc c'est bien, mais pour le moment ça demande quand même pas mal de manipulation pour arriver à ce résultat. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement d'autres commandes qui permettraient de faire la même chose? Alors, il y a d'autres commandes qui sont peut-être moins intuitives, parce que là, évidemment, on se contente d'utiliser des fonctionnalités d'un programme particulier qui s'appelle Top. On va essayer de voir, donc on va quitter en appuyant sur la touche Q, on va voir comment on peut faire autrement. Donc je vais effacer l'écran en faisant un pli. Une autre façon de voir la liste des processus, eh c'est tout simplement d'utiliser la commande naturelle, qui est PS. C'est Process Status. Alors PS, je vais le valider avec entrée, et là au départ on ne voit pas grand chose. Effectivement, PS ne nous montre que ce qui est actif réellement en avant-plan tout de suite, depuis qu'on a ouvert la session. Alors c'est un peu particulier, c'est pas en tapant directement PS que ça va marcher. On va aller consulter le manuel pour PS, donc man PS, et on va voir effectivement que PS peut avoir des options. Donc un peu plus bas dans les options, je vais descendre dans mon aide, hein, tout simplement. Ici, on m'indique qu'en faisant un PS-A majuscule ou PS-E, qui est la même chose, on aura accès à tous les processus. Alors, très bien, allons-y. Je vais quitter avec la touche Q. Si je fais un PS-E, effectivement, j'ai la liste de tous mes processus qui apparaît. Sauf que la liste est trop longue pour apparaître à l'écran. Alors, on pourrait effectivement, pourquoi pas, faire un PS-E et le rediriger vers la commande less. Le rediriger avec la barre verticale, donc le pipe. Et si je fais ça, effectivement, j'ai une liste, comme ça, de mes processus dans laquelle je peux naviguer avec les flèches du haut, flèches du bas. Le problème, effectivement, c'est que quand on cherche quelque chose, c'est pas très pratique de faire défiler toute la liste, et du coup, on se retrouve un petit peu embêté quand on cherche quelque chose, parce que ça peut faire mal aux yeux au bout d'un moment. Donc, au lieu de le renvoyer vers less, on va essayer d'utiliser une autre commande, on va faire PS-E, on va rediriger le résultat de PS-E vers une nouvelle commande, qui est très très intéressante, qui s'appelle grep. Alors grep, on va pas faire toutes les possibilités de grep dans cette vidéo, parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant et on peut faire énormément de choses avec, mais l'usage basique vraiment de grep, c'est simplement de chercher dans un fichier ou dans le résultat d'une commande, en l'occurrence c'est ce qu'on va faire, un mot en particulier.
Et pour faire ça, bah, tout simplement, on va faire ps-e, pipe, grep, et on va taper le mot qu'on cherche. Alors par exemple, si je cherche, comme tout à l'heure, Python, en fait, grep va se charger de me trouver la ligne, enfin toutes les lignes qui contiennent Python, il va me la mettre en surveillance, et il va me mettre ici le résultat de la ligne. Donc, comme j'ai sur la même ligne le PID, bah, ça me permet de trouver effectivement le PID de Python. Si j'avais cherché, par exemple, ps-e grep indicator, comme j'ai fait tout à l'heure, indicator, effectivement j'en ai plusieurs. Mais grep me ressort toutes les lignes qui contiennent le mot indicator, et j'ai comme ça tous les PID de chacun de ces processus. Ça me permet par exemple de trouver effectivement, comme ça, les processus en question, sans les connaître particulièrement. Donc ça c'est une autre façon effectivement de trouver les PID d'un processus. Alors on va commencer à manipuler un petit peu les choses pour les passer en avant-plan ou en arrière-plan. On va voir juste une dernière façon de trouver un PID de processus, parce que finalement c'est encore une autre façon qui est utile. Une troisième façon, quand on connaît précisément le nom du processus, et là il ne faut pas se tromper parce que autant grep nous permet d'avoir un nom partiel, autant dans top on peut faire une recherche et on retrouvera si on connaît que partiellement le nom. Si on ne connaît pas le nom précis, la commande que je vais vous montrer maintenant ne sera pas aussi intéressante. La commande de base qui nous permet de trouver le PID d'un processus, c'est pidof, donc PID off, donc, qui veut dire en français le PID 2, et on tape le nom de ce qu'on cherche. Alors si je tape, comme tout à l'heure, Python, alors je vais y arriver, si je tape uniquement Python, j'ai pas de résultat. Bien entendu parce que le processus ne s'appelle pas Python, il s'appelle Python 3. Donc si je voulais avoir le résultat correct, il faudrait que je tape pidof, Python 3, et là effectivement, j'ai bien le PID, et uniquement le PID, de mon processus qui s'appelle Python 3. Donc on vient de voir trois façons de voir la liste des processus, ou du moins de trouver un PID d'un processus. Donc voilà, avec ces trois méthodes-là, on va pouvoir maintenant commencer à manipuler les choses et à voir vraiment comment on fait ce qu'on veut. Alors, on a parlé de la commande, on a parlé du nice tout à l'heure, on va commencer à jouer un petit peu avec le nice, juste pour que vous voyez comment ça se passe. Mais finalement, dans l'absolu, c'est pas quelque chose qu'on fait très régulièrement. En tout cas, personnellement, j'ai pas eu très souvent à m'en servir. Peut-être que dans votre cas, vous aurez à vous en servir. Donc c'est pour ça qu'on va le voir quand même dans cette vidéo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la ligne de commande, on peut lancer à peu près tout ce qu'on veut comme programme. On peut même lancer des programmes graphiques. Par exemple, ici, j'ai VLC. Et on va servir de VLC comme étant un bon exemple pour voir visuellement ce qui se passe. Donc si je lance VLC tout bêtement, déjà, on va commencer par lancer VLC. Alors voilà, voyons ce qui se passe. Effectivement, je tape VLC et je valide, et le programme VLC s'ouvre. Seulement, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans mon terminal, ben, j'ai plus la main. Je peux taper des choses, mais ça ne s'exécute plus. Hein, si je fais clear, par exemple, ben, ça ne marche pas. Il ne prend pas la commande. Tout simplement parce que c'est VLC qui est en avant-plan. Je l'ai lancé depuis la commande, et tant que VLC n'est pas terminé, je n'ai plus la main. Alors, arrêtons VLC maintenant, en cliquant sur la croix. Et alors du coup, il a enregistré à peu près tout ce que j'ai tapé. Hein, c'est un petit peu... Donc faites attention quand même à ce que vous faites parce qu'il mémorise tout. Et seulement maintenant, j'ai la main, effectivement. Donc relançons VLC. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir comment reprendre la main. Quand on a tapé une commande comme ça, qu'on a lancé un programme qui prend la main, qui passe en avant-plan et qui ne nous rend pas la main tout de suite. Pour faire ça, dans le terminal, on va faire CTRL-Z. Et en faisant CTRL-Z, le processus VLC a été stoppé. Alors, stopper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il a été mis en pause. Et là, on le voit d'ailleurs visuellement, parce que l'interface se grise automatiquement. Et j'ai retrouvé comme ça la main sur ma commande, sur ma ligne de commande. Ok? Alors, essayons un autre programme pour voir si je lance, par exemple, LibreOffice. Alors, LibreOffice, pour le lancer, c'est S-Office. Voilà, la commande, c'est S-Office. Je lance S-Office. Effectivement, j'ai mon application, mon LibreOffice qui s'est ouvert. Donc, je vais le réduire un petit peu, je vais le déplacer sur le côté pour qu'on ait un petit peu la main. Et là, même punition, je n'ai pas la main. Donc, je vais faire CTRL-Z. Et S-Office a été aussi lancé. Alors, on a une indication qui nous est donnée ici. On nous dit VLC stoppé et on nous met un numéro 1. Et là, tiens, c'est amusant parce que je lance S-Office, LibreOffice, il est également stoppé et j'ai un numéro 2. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais lancer quelque chose et que je vais le stopper comme ça, ou du moins que je vais le lancer depuis le terminal,
il va prendre un numéro qui n'est pas un PID, qui est juste un numéro de tâche. Et en fait, les tâches comme ça, en anglais, ça se dirait job. Donc en fait, finalement, tous les programmes que je lance comme ça vont devenir des jobs. Alors, si je tape la commande job, avec un S, J-O-B-S, effectivement, je peux consulter la liste de tous les jobs que j'ai lancés. J'en ai deux. J'ai VLC et SOffice. Et les deux sont stoppés. Donc on va commencer d'abord par, simplement, les réactiver. Alors, on va par exemple mettre... si je veux par exemple reprendre la main sur VLC, et que VLC redevienne un programme en avant-plan, et qu'il soit en fonctionnement, et que je n'ai plus la main effectivement sur le terminal, ben, je vais taper une commande qui est FG, pour foreground, hein, c'est l'abréviation, je vous l'écris en anglais, foreground, c'est ça le mot complet. Donc là c'est l'abréviation, c'est FG, tout simplement. Et FG, je vais lui passer en paramètre le numéro de mon job. Donc si c'est VLC que je souhaite relancer, je vais lui passer FG1, et automatiquement, on me dit que c'est bien VLC qui a repris la main, et là il a repris les couleurs, il est à nouveau actif, et je n'ai plus la main sur le terminal. Donc je vais pouvoir refaire CTRL Z pour le stopper à nouveau. Et donc effectivement, je vais constater qu'il va se regriser à nouveau. Donc on va lui laisser un peu de temps, voilà, ça y est. Donc il est à nouveau stoppé. C'est bien, mais ça ne va pas être pratique parce que je vais les lancer un par un et je ne vais pas pouvoir avoir les deux en même temps. Eh bien, il y aurait une solution pour avoir la main quand même, ce serait de les passer non pas à l'avant-plan, mais plutôt à l'arrière-plan. Et pour ça, je vais utiliser BG, qui est l'abréviation de, alors si je voulais écrire en anglais, complet, c'est background. Alors on ne va pas écrire background, hein, la vraie commande c'est BG. Et BG fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'il prend le numéro de job. Donc, a priori, les numéros de job n'ont pas changé. Le 1, c'est toujours VLC, et le 2, c'est toujours SOffice. Alors, faisons la même chose avec SOffice, par exemple. Je vais faire BG2. Et vous voyez que SOffice se réactive ici. Il reprend des couleurs. Et j'ai à nouveau la main. Très bien. Faisons maintenant BG1. VLC est maintenant actif aussi. Et j'ai quand même la main. Donc, si je relance job, pour voir, je vois bien que le 1 est en cours d'exécution et c'est VLC, et le 2 est en cours d'exécution et c'est SOffice. Et on a un petit symbole E qui s'est lancé, qui s'est mis juste derrière. Très bien. En fait, ce symbole E, ça nous indique tout simplement que le job est en arrière-plan. Et en fait, on peut le faire directement depuis la ligne de commande sans avoir à passer par toutes ces manipulations. Si je lance un nouveau VLC, alors je vais peut-être l'arrêter d'ailleurs, je vais arrêter celui-là, on va le relancer. Hop, je le ferme. Je vais lancer VLC à nouveau, mais cette fois-ci, je vais mettre un E tout de suite derrière. Si je lance VLC avec un symbole E derrière, eh bien, VLC se lance, et en réalité, si je fais juste entrer sur mon interface terminal, j'ai encore la main. Refaisons un job pour voir ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai bien SOffice, qui est le numéro 2, et j'ai VLC qui est le numéro 3. Il prend automatiquement le dernier numéro. Donc c'est plus le numéro 1, c'est le 3, puisque je viens de le relancer. Et ils ont bien le E. Donc si je veux lancer un programme en arrière-plan, il suffit de mettre le symbole E à la suite de ce nom de programme, de ce processus en fait. Voilà, très bien. Donc on a maintenant deux processus qui fonctionnent et qui sont en arrière-plan. Ok. Donc on va maintenant pouvoir revenir un petit peu dans la commande top. Alors, je vais lancer la commande top, mais particulièrement, je vais passer en mode route, tout simplement parce que sinon, je ne pourrais pas faire de modifications sur la priorité effectivement de ces tâches-là. Donc je vais faire un sudo top. On me demande le mot de passe, donc évidemment, je tape mon mot de passe. Donc je suis dans top, et on voit bien que c'est route, ici, qui a lancé top. Très bien. Donc on va revenir dans l'aide, et tout à l'heure, on a vu qu'avec la touche R, on pouvait faire un renice, donc changer le nice d'un programme. Alors maintenant, on va commencer par faire un L majuscule pour chercher, et on va chercher VLC. Et alors VLC, je l'ai ici, et son PID c'est le 18933. Très bien, ça va être important pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'appuie sur la touche R? Donc R pour renice, on me demande le PID. Et il se trouve que le PID que je veux, c'est le 18812. Donc c'est bien celui qui correspond à... Alors non, c'est pas 18812, pardon, autant pour moi. C'est VLC. Non, c'est pas VLC non plus. Alors, on y va. Il faut que je revoie. Non, c'est 18933, il avait bougé. Vous voyez que c'est pas pratique en fait hein, d'avoir ça comme ça. Bon, on va le faire quand même, hein, on va aller jusqu'au bout, mais on va avoir une autre méthode qui va être un peu plus efficace tout de suite après. On risque au moins de se tromper. Donc alors, je fais R pour faire un renice. On me demande le PID, donc c'est le 18933. 18933.
Et quelle est la nouvelle valeur que je veux lui donner? Donc là, actuellement, il est à 0. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à moins 20 pour le rendre pas gentil du tout. Voilà. Et effectivement, on voit bien que la colonne nice a changé pour le VLC. Je suis bien à moins 20. Et je peux m'amuser à le changer autant que je veux. Donc le 18 933, je vais le mettre à 19. Ok, je suis à 19. Très bien. Si maintenant je veux le remettre à 0, je recommence, je refais R, je retape son PID, donc qui était, alors évidemment c'était le 18 933 hein, de mémoire, il est plus à l'écran. Vous voyez que c'est pas très commode hein, de ce côté-là, mais bon, on va le faire de mémoire. Et on va le remettre à 0. Voilà. Donc ici, on va même vérifier, on va rechercher avec le L majuscule, je fais une recherche de VLC. Ouais, ça il l'a trouvé, c'est bon, il me dit que non, mais il l'a trouvé. C'est le 18933 et son AS est bien revenu à 0. Donc vous voyez qu'on peut faire la modification. Alors, pour faire ça, pour le manipuler dans top, pensez bien à vous connecter à top, à lancer top avec la commande sudo pour être root au moment où vous lancez top. C'est le seul moyen effectivement de pouvoir le changer. Si vous n'êtes pas root, vous ne pourrez pas faire de renice dans top. Donc très bien, on va quitter avec la touche Q. Et on va tout simplement arrêter VLC et LibreOffice. On va les arrêter pour l'instant comme ça. Ok, très bien. Donc je vais relancer VLC, toujours en arrière-plan, voilà, pour que ça soit plus facile à gérer. Et on va effacer l'écran. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un PS-E en recherchant grep VLC. Comme ça, ça me permet de récupérer le PID, le nouveau PID de ce VLC que je viens de lancer. Ok. Donc là, on va voir qu'on peut... Alors attendez, je vais peut-être plutôt... On va faire plutôt l'autre méthode avant. Je vais d'abord arrêter ça à nouveau. Excusez-moi, on va recommencer. Donc, clear. Donc, avant de faire ça, on va repasser par une nouvelle commande. Donc vous voyez qu'on a pu faire un renice, mais ce serait bien de pouvoir le faire dès l'origine du programme. Évidemment, on peut le faire. La vraie commande, c'est nice. Donc nice va avoir une syntaxe particulière. On va faire un man de nice pour voir comment ça fonctionne. Et nice nous dit que il prend une option, et l'option ce sera "-n" pour lui donner la valeur de gentillesse. Donc, moins 20, c'est le moins favorable pour le process, et 19, c'est le plus favorable pour le process. Donc en fait, il sera moins gentil avec moins 20 et plus gentil avec 19. Ok, alors faisons-le. Et derrière, évidemment, il faut lui donner la commande qu'on veut taper, le programme qu'on veut lancer. Ok, alors si je fais un nice "-n, et que je mets moins 20, par exemple, pour lancer VLC en arrière-plan, voilà. Alors ici, ça s'est lancé, sauf que je ne peux pas avoir accès... Alors sur VLC, c'est un mauvais exemple, parce qu'apparemment, je ne peux pas définir la priorité, donc il faudrait d'abord être root, sauf que VLC va refuser de se lancer en tant que root, donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Ok, donc on va plutôt le faire avec autre chose. On va utiliser un autre programme pour ça, et on va utiliser simplement l'explorateur de fichiers. Alors pour information, l'explorateur de fichiers, ça s'appelle Nautilus. Voilà, Nautilus, effectivement, c'est l'explorateur de fichiers de Ubuntu. Donc on va pouvoir le faire, comme ça, on va pouvoir l'utiliser. Donc là j'ai été obligé de faire un CTRL-C pour reprendre la main, mais c'est pas très grave. Donc si je fais un Nautilus... Alors, en fait il faut être root, donc je vais faire sudo, on me dit qu'il faut faire sudo. Donc sudo, je vais lancer nice-n à moins 20 de Nautilus en arrière-plan. Voilà, donc là, effectivement, on a lancé Nautilus en arrière-plan, et on l'a lancé avec un nice de moins 20. Comment on peut le vérifier? Alors, on va le faire avec top, tout bêtement, et on va rechercher là-dedans Nautilus. Alors, où est-ce qu'il est, Nautilus? Il n'est pas là, il est là, voilà. Donc, voilà, on voit que Nautilus a été lancé avec un nice de moins 20, par route, évidemment, parce que j'ai fait un sudo. Donc,
voilà, c'est un peu dangereux de faire ça comme ça parce qu'évidemment, ça nous donne un accès en tant que root à l'explorateur de fichiers, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée au départ. Mais l'idée c'était surtout de vous montrer qu'on peut le faire. Et donc maintenant que j'ai lancé un programme avec un nice, donc je l'ai mis à -20, j'aurais pu le mettre à une autre valeur, ça n'a pas d'importance, on va quitter top. Et si je fais un sudo renice, donc -n, et je lui donne une autre valeur, et on va mettre par exemple 0, du PID de Nautilus, ça tombe bien, il est encore à l'écran, c'est le 19662. Voilà, l'ancienne priorité était -20, la nouvelle priorité devient 0. Refaisons un top pour voir. Recherchons à nouveau, alors c'est Nautilus. Voilà. Je vois bien que Nautilus a été lancé par root, qu'il a un nice de 0. Donc ça a fonctionné. Très bien, donc maintenant, on va pouvoir fermer notre Nautilus ici. Voilà, très bien, et on va pouvoir quitter notre top. Clear. On va encore voir une petite chose avec nos processus, parce que pour l'instant on les a vus, on a changé de nice, on les a passés en arrière-plan et en avant-plan. Et on va voir, alors on a vu aussi qu'en faisant CTRL Z, on les stoppait ponctuellement, et qu'on pouvait les relancer soit en arrière-plan, soit en avant-plan, mais qu'ils étaient quand même stoppés au départ. Pour stopper un processus, on peut le faire d'une autre façon. Alors je vais reprendre mon exemple avec VLC, parce que je préfère le faire avec VLC personnellement. C'est juste pour avoir quelque chose de visuel et qui n'a pas d'impact sur le système. Si je lance VLC effectivement en arrière-plan, si je souhaite arrêter VLC, bien entendu je peux cliquer sur la croix, mais on peut lui envoyer des signaux également. Et parmi ces signaux, il y en a un qui permet de s'arrêter. Alors la commande qui permet d'envoyer des signaux à un processus, c'est la commande kill. Alors kill, ça fait un peu peur parce qu'on pense à tuer, effectivement. On pense qu'on va tuer le processus. C'est pas totalement faux parce que la valeur par défaut qu'on envoie, si on met rien, si on se contente de faire un kill, c'est qu'on va envoyer le signal de terminaison. Mais c'est un signal de terminaison normal, c'est-à-dire qu'on va demander au programme de s'arrêter. C'est exactement la même chose que de venir cliquer sur la croix. Alors, kill, il fonctionne comment? On va faire un man de kill, voilà, et kill prend éventuellement des options, mais attend surtout un PID. Donc, on va quitter ça, on va faire un PIDOF VLC. Donc, on a le PID de VLC, qui est celui-là, qui est le 19698. Donc, si je fais un kill KI2L espace 19698, effectivement, ça s'est arrêté. Relançons le VLC encore une fois, et on va s'intéresser aux autres signaux qu'on peut lui envoyer. Donc, VLC, voilà, on le lance comme ça en tâche de fond. Alors, on va regarder juste ici en faisant job. Hein. On a bien un sudo nice ici qui est encore en cours d'utilisation d'ailleurs, et Nautilus. Donc en fait, c'est pas complètement arrêté, c'est un peu pour ça que je voulais éviter de l'utiliser, mais bon, c'est pas très grave. On va le laisser comme ça. Mais on a notre VLC qui fonctionne, qui est en numéro 3, en job numéro 3. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le basculer en avant-plan, en arrière-plan, et si on veut l'arrêter, on pourrait bien entendu d'abord le passer en avant-plan, et faire CTRL Z, et ça l'arrêterait. C'est pas très élégant, ça fait faire pas mal de manipulations, et il se trouve qu'avec la commande kill, donc si on refait un petit man de kill pour voir tout ça, on a des signaux qu'on peut envoyer. On a HUP, int, kill, stop, compte, etc. Donc on peut lui envoyer plusieurs choses. Eh bien, on va s'intéresser à deux signaux hein, qui vont être assez intéressants. Alors, c'est pas que je voulais, c'était la touche Q pour quitter, voilà. Donc si je veux mettre en pause, par exemple, mon VLC, je peux par exemple faire kill, -stop, et je vais donner le PID de mon VLC. Alors, est-ce que je l'ai cherché juste avant ça? Non, je ne l'ai pas cherché, excusez-moi. On va recommencer, on va faire un PIDOF VLC. Voilà, donc c'est 19945. Bon, je l'avais là quand même, c'est pas grave. 19945. Donc si je fais un kill -stop de 19945, j'ai mis en pause mon VLC. On va le voir parce qu'il va se griser, et on peut le vérifier d'ailleurs avec la commande job. Job, on a VLC qui est stoppé en ce moment. Ok? Comment je le relance? Et bien, de la même façon que j'ai fait un kill -stop, on va faire un kill -compte, pour continuer, 19945. Et là, automatiquement, il reprend des couleurs, il est à nouveau actif. Si je refais un job, je vois qu'il est actif. Ok?
Et si je veux l'arrêter proprement, bien sûr, je peux faire un kill tout court. Mais admettons que le programme soit devenu fou et que je n'arrive pas à l'arrêter autrement, eh bien, il y a une commande aussi, kill. Il y a une option dans kill. Si je fais un kill moins kill de 19 945, j'ai tué le processus. Alors, kill moins kill, on peut gagner du temps et l'écrire autrement. Si vous le retenez, ça peut simplement vous éviter de taper des caractères en trop. On va relancer VLC en arrière-plan. Voilà, très bien. Donc on va faire un PID-OFF pour avoir le nouveau PID de VLC. Voilà. Donc c'est le 20-191. Eh bien, sachez qu'au lieu de faire kill moins kill, vous pouvez tout simplement faire kill moins 9. Parce qu'en fait, chacune de ces valeurs-là, kill, compte, stop, a un équivalent numérique. Alors, on ne les connaît pas forcément tous par cœur, mais celle qu'on retient le plus souvent, c'est le kill moins 9, qui va effectivement nous arrêter le programme directement et sans sommation. C'est pas un arrêt par la croix, hein, donc qu'on soit bien clair, hein, c'est pas en cliquant sur la croix, c'est un arrêt brutal. C'est un arrêt, on le shoot vraiment une bonne fois pour toutes. 20-191, si je fais ça, ça a exactement le même effet. Voilà. Donc, en utilisant la commande kill, on peut envoyer des signaux au programme, et notamment le signal de fermeture. Donc, on manipule comme ça la mise en pause, la reprise ou l'arrêt d'un programme, donc d'un processus particulièrement, c'est même pas vraiment un programme, c'est plutôt un processus, pour respecter le vocabulaire qu'on a défini dès le début de la vidéo. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de possibilités, uniquement avec cette ligne de commande. Donc là, on va faire un petit clear, tout simplement. Et juste pour illustrer une dernière chose, si je lance VLC à nouveau en arrière-plan, et que je m'amuse à relancer encore une fois VLC en arrière-plan, voilà, donc si je m'amuse à faire un PID-OFF VLC, vous verrez qu'il y a deux PID. De la même façon, si je fais un PS-E redirigé dans un grep sur lequel je vais chercher VLC, j'ai effectivement mes deux processus. Donc, ça montre bien qu'effectivement, on peut lancer le même programme plusieurs fois, ça vous le savez déjà, et qu'à chaque fois, le programme prend un PID différent. Vous l'avez vu tout au long de ces manipulations, évidemment, le PID était toujours différent à chaque fois. À chaque fois qu'on lance une nouvelle instance du processus, il prend un nouveau PID. Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais vous montrer de ce côté-là. Donc, on va faire un clear, et je pense qu'effectivement, on va pouvoir dire que cette vidéo est assez complète, et on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà l'essentiel des commandes qu'il faut retenir pour manipuler les processus donc sur la ligne de commande de Linux, de Ubuntu. Donc on a vu effectivement qu'on pouvait utiliser top pour faire pas mal d'opérations déjà dans le même programme, mais on peut faire toutes ces choses directement avec des commandes individuelles, notamment lister les processus actifs avec ps-e. On peut s'arranger éventuellement pour rediriger le résultat d'une commande vers une autre en utilisant le symbole pipe, le symbole très vertical. Donc on peut le rediriger vers less pour avoir la liste complète, pourquoi pas. On pourrait le rediriger vers un fichier si on le souhaitait, pourquoi pas. On a vu qu'on pouvait le rediriger vers une autre commande qui est très intéressante qui s'appelle grep. Alors on n'a pas trop détaillé cette commande là, mais je vous invite à faire un man grep pour avoir plus de détails et à vous renseigner sur cette commande parce qu'elle est vraiment très puissante. Alors peut-être qu'on fera une autre vidéo qui sera consacrée à la commande grep, mais peut-être pas tout de suite. Alors on a vu qu'on pouvait comme ça, effectivement, avec la commande grep, chercher le nom d'un processus en particulier et retrouver son PID comme ça. On a également parlé de mettre des processus en avant-plan, en arrière-plan, de les stopper, de les mettre en pause, de les reprendre. Donc vous voyez qu'on a quand même la main sur à peu près tout ce qu'on veut faire à partir de la ligne de commande. On peut également changer le niveau de gentillesse, de niceness en fait, d'un processus. Alors dans cette vidéo, on n'a pas vraiment vu les vrais avantages de cette manipulation. On a juste vu comment on le faisait. En réalité, ça va être vraiment utile quand vous allez faire des choses un petit peu avancées, quand vous allez lancer par exemple des tâches qui sont un peu lourdes effectivement ou qui ont besoin d'être très performantes. Vous allez peut-être le rendre moins gentil de façon à ce que ça se termine plus vite. À côté de ça, quand vous avez effectivement un traitement qui peut prendre du temps, mais que de toute façon vous savez que ça va prendre du temps et que vous ne voulez pas pénaliser les performances de l'ordinateur, mettez-lui plutôt une gentillesse assez haute, c'est-à-dire quelque chose où ça ne va pas forcément solliciter, ça ne va pas prendre la main sur l'enchaînement des processus de façon très récurrente, enfin ça va le prendre moins souvent, alors ça sera quand même très rapide malgré tout. Quand vous êtes sûr que voilà, c'est pas quelque chose de primordial, vous pouvez le laisser tourner tranquillement. Donc vous n'êtes pas obligé d'y toucher,
Par défaut, ça se passe assez bien, le système gère assez bien ses priorités de façon très naturelle, mais voilà, sachez que c'est possible, qu'on peut le faire. Donc on a vu également qu'on pouvait envoyer des signaux à ces processus avec la commande kill, et la commande kill permet effectivement par exemple de mettre en pause également, ou de reprendre un processus, de le tuer carrément, ou tout simplement de lui demander de s'arrêter, même proprement. Donc un kill simple avec le PID du processus nous permet de l'arrêter de façon propre, c'est-à-dire que ça donne l'ordre au programme de s'arrêter, donc ça lui laisse le temps de s'arrêter correctement, alors qu'un kill -9 ou un kill -kill, qui est exactement la même chose, va l'arrêter de façon brutale. Ça va pas, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire en permanence. Là, on l'a fait pour l'exemple, encore une fois, mais ne le faites que vraiment quand c'est nécessaire. C'est pas utile de stopper un programme de façon brutale. Quand on peut l'arrêter proprement, c'est toujours beaucoup mieux. Très bien, donc on a vu ça, et on a vu également qu'une autre façon de récupérer un PID, c'était d'utiliser la commande PIDOFF. Donc PID off, qui nous permet de retrouver le PID d'un processus, à condition bien entendu de connaître le nom exact. Des autres commandes, bien sûr, on peut faire des recherches partielles, donc avec grep, on peut chercher le mot dans une ligne particulière. Avec la touche L majuscule dans top, on peut effectivement rechercher une ligne en tapant le mot pour faire une recherche partielle. Avec PIDOFF, on ne peut pas. Avec PIDOFF, il faut absolument connaître le nom exact du processus. Donc voilà, on a vu plusieurs choses qui permettent de manipuler les processus. J'espère déjà que ça vous a effectivement ouvert un petit peu des possibilités sur ce que vous pouvez faire à partir de la ligne de commande. Alors là, on a joué avec des logiciels qui sont plutôt avec l'interface graphique, bien entendu. On peut faire ça avec des scripts, on peut faire ça avec des programmes qui s'exécutent sur la ligne de commande, on peut faire ça avec des commandes également. Il y a des choses qui sont effectivement tout à fait faisables, pas forcément en lançant des programmes graphiques. Là, j'ai uniquement utilisé les programmes graphiques pour qu'on ait une représentation visuelle de ce qui se passe. Mais vous pouvez bien entendu utiliser toutes ces commandes avec des programmes qui ne sont pas nécessairement graphiques, et ça va être très pratique quand on va avoir des programmes, effectivement, des démons qui vont être des processus qui vont s'exécuter en arrière-plan. On va pouvoir comme ça les manipuler, voir ce qui se passe, voir s'ils utilisent beaucoup de mémoire ou non, leur donner l'ordre de s'arrêter, les mettre en pause, pourquoi pas. Donc ça va être assez intéressant. Voilà, en attendant, c'était David pour Ordi Répare. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté en tout cas des explications sur la bonne façon d'utiliser les processus, de gérer les processus à partir de la ligne de commande. Bien entendu, ce ne sont pas les seules commandes qui existent, il peut y avoir encore d'autres façons de faire, d'autres solutions, mais en fait, avec ces quelques commandes, vous avez déjà le minimum vital, en tout cas, pour vous en sortir, si vraiment vous voulez gérer les processus. Donc c'était David, comme je vous le disais, pour Ordi Répare. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère vous revoir pour la prochaine.